Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première webconférence de l'année 2025 qui est organisée par le groupe Mescar. Je suis Maxime Vermès, directeur général de Financière Mescar. C'est un grand plaisir de vous savoir connectés si nombreux ce matin pour nous suivre. Alors effectivement, ce début d'année, c'est l'occasion de faire un tour d'horizon de la situation économique mondiale et de partager avec vous notre sentiment sur l'évolution des marchés financiers pour les prochains mois. Alors, il est vrai que depuis la France, le climat économique et politique est assez perturbé depuis quelques mois et ça concentre très souvent notre attention et ça peut affecter la psychologie des investisseurs. Mais nous pensons que pour faire des choix éclairés d'investissement, il est important de prendre un peu de recul et d'analyser finalement objectivement la situation économique globale, car les marchés financiers, les entreprises qui y sont cotées, elles opèrent dans le monde entier et vous le verrez dans cette présentation, la situation est bien moins morose qu'on peut le penser avec notre regard français parfois. Alors ce matin, on va se concentrer exclusivement sur l'analyse de la macroéconomie et des marchés financiers mondiaux. On va réserver l'actualité fiscale à une autre présentation une fois que les débats parlementaires nombreux et en cours auront abouti. Alors, pour faire le point ce matin, je suis accompagné par Damien Charlet, qui est directeur de la gestion sous mandat de Mandarin Gestion. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Et j'accueille également Adrien Dumas, qui est directeur des investissements de Mandarin Gestion. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en utilisant le bandeau qui est en bas à droite de votre écran et nous essaierons d'y répondre en fin de présentation. Et si le temps ne le permet pas, vous aurez un retour par email de vos interlocuteurs habituels. Alors c'est parti avec toi Damien. Avant de nous plonger dans les perspectives, quel est le bilan sur les marchés en 2024 ? Et finalement, quel est l'état des lieux de l'économie mondiale et quelles perspectives on peut envisager pour 2025 ? Très bien, alors allons-y. Donc le bilan de l'année 2024, comme vous voyez sur ce tableau qui reprend un peu les performances par classe d'actifs et par année, si vous regardez la dernière ligne tout en bas, il y a beaucoup de vert. Il y a beaucoup de vert à deux chiffres, donc c'est un bilan positif, voire très positif sur la plupart des classes d'actifs. Alors ce qu'on soulignera, c'est évidemment la performance des marchés actions américaines dont les indices ont progressé de 23%, donc une très belle performance des actions américaines. Une très belle performance également des marchés obligataires pour la deuxième année de suite. Alors évidemment, on avait eu beaucoup de rouge en 2022, y compris sur la classe obligataire. Donc on est toujours en phase de rattrapage sur les obligations mondiales, mais des très bonnes perfs qui vont pour les obligations privées de 5 à 10%. Donc quand même, pour un marché obligataire, quelque chose d'assez notable. Et puis, de l'autre côté du spectre, on va trouver les actifs immobiliers qui est la seule classe d'actifs à avoir enregistré une baisse en 2024. C'est en partie l'effet décalé, j'allais dire, des hausses de taux de 2022 dont on commence à subir concrètement les effets sur le marché immobilier. Et ce que vous n'avez pas dans le tableau, mais évidemment ce que vous avez sûrement en tête, c'est également la mauvaise performance du CAC 40 en 2024, qui est en queue de peloton des indices actions et qui est en queue de peloton tout court en valeur absolue, puisque le CAC 40 est à 0 moins sur 2024. Alors évidemment, on en connaît les raisons. Enfin, les raisons que vous percevez, ou la perception générale, c'est la dissolution et le contexte politique. Mais une des vraies raisons aussi, c'est juste que la composition de l'indice CAC 40, il y a beaucoup de valeurs dans le CAC 40 qui sont dépendantes de la Chine, alors que ce soit l'automobile, que ce soit le luxe ou que ce soit certains produits de consommation. Et en 2024, on a commencé à avoir des baisses de chiffre d'affaires sur la Chine. Donc c'est surtout ça qui a pesé sur le CAC 40, plus que le contexte politique, mais on reviendra un peu sur ce sujet-là par la suite. Alors ce qu'on va aborder dans cette présentation, les principaux points, c'est évidemment essayer de dessiner un peu les perspectives sur les économies mondiales pour souligner le fait, comme l'a dit Maxime, qu'on a une perception vue de la France qui est assez négative, mais qu'en fait la plupart des zones géographiques, y compris en Europe, se portent pas si mal. Le deuxième élément, évidemment, c'est toujours les banques centrales et les taux d'intérêt, qui est une force de rappel très importante quand le scénario commence à se dégrader. Et ensuite, on abordera les marchés, avec les marchés obligataires dont on estime qu'ils sont toujours très intéressants et avec un vrai potentiel moteur pour les portefeuilles en 2025. Les marchés actions US qui sont hauts, mais qui sont composés de sociétés qui enregistrent de la croissance. Donc ça pourrait quand même continuer à soutenir les marchés US, notamment
dans un sens plus large qu'auparavant, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des valeurs en retard qui commencent à enregistrer de la croissance, qui pourraient prendre le relais des grosses valeurs techno qui ont tiré les indices ces 2 dernières années. L'excès de pessimisme sur la zone euro, ça, c'est un sujet qu'on abordera aussi un peu en détail. Et enfin, on terminera par les éléments à surveiller, les éléments de risque, mais aussi les éléments d'opportunité. Alors, cette présentation, on la commence un peu comme les dernières, lors des dernières webconférences par un passage obligé par l'inflation et les taux d'intérêt, puisque l'inflation a été quand même le sujet numéro 1 depuis 2022. C'est l'élément qui a provoqué la chute des marchés, aussi bien actions qu'obligataires en 2022. Et c'est le point d'attention principal. Pourquoi? Parce que quand il y a de l'inflation, ça fait monter les taux d'intérêt. Et quand les taux d'intérêt montent, en général, ça amène des récessions. Donc, tout le travail et tous les efforts des banques centrales, moins des gouvernements, mais en tout cas des banques centrales ces dernières années, ça a été de faire baisser l'inflation pour faire baisser les taux d'intérêt. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, sur le graphique de gauche, vous avez une inflation globale qui a beaucoup baissé, hein, ce qui était un peu notre scénario. Donc, c'est clairement une bonne chose. Alors, on a une inflation US qui est un petit peu supérieure encore à l'inflation européenne. Hein. L'inflation US qui est à presque 3 encore, et l'inflation en zone euro qui est aussi autour de 2. Hein. Alors, les objectifs des banques centrales, c'est 2, donc on y est sur les objectifs des banques centrales. Et si on regarde l'inflation cœur, là, qui est l'inflation que regardent plus les banques centrales parce qu'elles considèrent que c'est de l'inflation davantage structurelle que l'inflation globale, donc c'est une inflation qui est hors énergie et alimentation, ben vous avez là, pour le coup, des chiffres qui sont un petit peu plus élevés. On est à 2,7 et à 3% pour l'Europe et les États-Unis, donc il y a encore un petit peu de chemin à faire sur l'inflation cœur. Sur l'Europe, je vais vous dire, on est assez confiant sur le fait que l'inflation va continuer à baisser parce que la croissance européenne, on le verra, est quand même si elle ne nous inquiète pas, elle est relativement basse. Donc, l'inflation étant essentiellement la conséquence d'un déséquilibre offre-demande et surtout une conséquence d'une demande trop forte, en Europe, on a moins cette problématique de demande et de consommation. Donc, l'inflation en tendance est à la baisse parce qu'il y a moins de pression. Donc, pour nous, avec les niveaux de croissance qu'on attend sur l'Europe, l'inflation européenne va continuer de baisser. Et d'ailleurs, les banques centrales européennes sont très confortables avec les prévisions d'inflation. Aux États-Unis, on a eu un peu plus de doutes sur les derniers mois, puisque l'inflation a été un peu résistante sur les 6 derniers mois aux États-Unis. Et donc, on verra un peu quels sont les éléments qui pourraient tirer cette inflation vers le bas. Nous, là aussi, on estime qu'il y a plus de chances que l'inflation américaine reprenne son chemin à la baisse plutôt que l'inverse. Alors, maintenant, si on attaque directement les sujets de croissance. Alors, en 2024, on a eu une croissance américaine qui a surpris tout le monde et qui a été extrêmement élevée. Hein. Vous voyez sur le graphique en bas à gauche qu'on est sur une croissance en 2024 qui devrait tomber autour de 2,7% aux États-Unis, pendant qu'en Europe, on va tomber entre 0,9 et 1% en 2024. Alors, 2 remarques. Bon, alors, la croissance en zone euro, elle est molle, mais elle n'est pas inquiétante. Deuxième remarque, c'est que vous voyez, on a mis la moyenne de croissance des 2 zones historiquement, où l'on observe que, évidemment, j'allais dire malheureusement, en zone euro, on a une croissance qui est structurellement inférieure à la croissance des États-Unis. Hein. En moyenne, on est à 1,5 alors que les États-Unis sont à 2,5. Et dernier élément, il y a moins de volatilité dans la croissance européenne que dans la croissance américaine. Et ça peut être un élément un peu rassurant, c'est-à-dire que si le scénario européen, ça devient un ralentissement un peu plus fort qu'on anticipe, on estime que on a quand même assez peu de chances d'arriver dans une zone qui soit vraiment problématique pour la zone euro, parce que la zone euro, structurellement, est une zone avec une économie davantage régulée, qui fait que la croissance se dégrade en général beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et une des raisons de cette particularité, c'est que le taux d'épargne en Europe est bien supérieur au taux d'épargne aux États-Unis. Donc, quand la croissance commence à ralentir, en général, le consommateur résiste bien parce qu'il a beaucoup d'épargne, et que quand ça va mal, il puise un peu dans son épargne. Donc ça c'est l'image de 2024. Maintenant, les attentes sur 2025 que vous voyez à droite, qui sont les attentes du consensus. Alors, en fait, ce que vous voyez sur ces courbes, c'est l'évolution des attentes pour la croissance 2025. Ça veut dire que aux États-Unis, ces derniers mois, on a eu plutôt des bonnes surprises et des révisions à la hausse.
et que maintenant, le consensus attend une croissance en 2025 de 2,1%. Donc, après une année à 2,7%, on est encore sur une croissance assez élevée aux États-Unis en 2025. En Europe, on a suivi, alors pas le chemin inverse, mais en tout cas, on voit que la dynamique est bien moins bonne. Hein. Sur les derniers mois, on a des économistes qui ont révisé à la baisse leurs attentes sur 2025, mais malgré tout, sur la courbe orange, en zone euro, on est toujours sur une croissance attendue à 1%. Hein, donc, on reviendra là-dessus, mais vous voyez qu'on n'est pas du tout sur une dégradation de la croissance en zone euro, bien qu'il y ait une dégradation de la croissance économique attendue en France. Sur les États-Unis, si on regarde un peu plus en détail comment est construite et ce qu'on voit actuellement sur les indicateurs avancés sur l'économie américaine, bon, le principal indicateur avancé que les économistes et les investisseurs regardent en général, c'est l'ISM. Hein, c'est un indicateur avancé qui est construit à partir des intentions d'achat des directeurs d'achat dans les grandes entreprises américaines. Et ils répondent à des questions sur l'investissement, sur les achats, sur les recrutements. Et donc, quand cet indicateur est au-dessus de 50, ça indique que les attentes sont des attentes de croissance. Et quand on est en dessous de 50, on est en décroissance ou en ralentissement de la croissance plutôt. Deux remarques. C'était déjà le cas il y a 6 mois, c'était déjà le cas il y a 1 an, mais on a une partie manufacturière qui est toujours en dessous de 50, qui est en difficulté. Même si on a un peu de volatilité et qu'on a eu un beau rebond sur la fin d'année 2024, on est toujours en négatif. En revanche, sur la partie service, on voit que là aussi, il y a beaucoup de volatilité, mais on est toujours sur des niveaux qui montrent une très nette résistance de la croissance. Alors, comme c'est les indicateurs avancés, évidemment, l'influence de l'élection de Donald Trump est importante et un peu perturbatrice sur les 2 mois écoulés, parce que à chaque fois que Trump a été élu, ça a provoqué un regain de confiance très important dans les sondages. Vous voyez par exemple sur le graphique de droite, qui est un autre sondage, mais qui s'adresse beaucoup plus aux petites et moyennes entreprises. Alors là, on a mis celui qui concerne spécifiquement la confiance, mais on a les mêmes types de sondages sur les intentions d'embauche, sur les intentions d'investissement, etc. Et vous voyez qu'en 2017, on a eu un pic, vous voyez ici, et un rebond au moment de l'élection de Donald Trump. Et ici, on a un rebond assez historique aussi dans la confiance des petites et moyennes entreprises. Alors, donc, la volatilité qu'il peut y avoir dans ces chiffres et dans ces indicateurs avancés, il faut la prendre un petit peu avec des pincettes. Et le fait que ça rebondisse très, très fort sur les 2 mois écoulés n'est pas forcément révélatrice d'une accélération de croissance à attendre dans les prochains mois. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a toujours quand même, malgré tout, une très, très nette résistance et des anticipations de croissance qui sont qui nous laissent assez optimistes encore sur les prévisions de croissance aux États-Unis en 2025. Et d'ailleurs, alors peut-être que c'est même un petit peu trop optimiste, si on regarde un peu quand on interroge les économistes et les investisseurs, en 2023, il y en avait pratiquement 60% qui craignaient qu'il y ait une récession en 2023, au début 2023. En 2024, on était tombé à 27% qui pensaient qu'il pouvait y avoir une récession en 2024. Et aujourd'hui, selon les sondages, on est entre 0 et 20%. C'est-à-dire qu'on va dire en moyenne, on dépasse à peine les 10% qui pensent qu'on peut y avoir une récession en 2025. Les éléments de résistance aux États-Unis, c'est toujours les mêmes. C'est le consommateur qui est très confiant, et on comprend pourquoi il est confiant, c'est parce que le marché de l'emploi est très résistant, et que aux États-Unis comme en Europe, depuis 2 ans, c'est le graphique de gauche et le petit carré vert, le consommateur gagne du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ces hausses de salaire sont supérieures à l'inflation. Donc, comme il gagne du pouvoir d'achat, il consomme. Et le dernier élément, c'est qu'il y a un effet richesse qui joue à plein. C'est-à-dire que comme les marchés financiers, entre autres, ont beaucoup grimpé, le consommateur américain s'enrichit en plus. Donc, il a davantage de moyens pour consommer. Et c'est ce qu'on retrouve dans la consommation réelle ici. C'est-à-dire qu'on a une consommation réelle qui est en croissance très forte aux États-Unis. Et ça, clairement, ça soutient la croissance économique. Et vous voyez que d'ailleurs, en Europe, on n'a pas du tout ce phénomène-là. Et c'est notamment lié au fait que les taux d'épargne sont très élevés en zone euro. Et donc, même s'il y a de la croissance, malheureusement, la croissance et le gain de pouvoir d'achat des Européens, il part dans l'épargne, il ne part pas dans la consommation. Et dernier élément qui a soutenu la croissance
qui devrait continuer à soutenir la croissance, même si ça le soutiendra moins, il ne faut pas oublier quand même que le miracle économique américain est pas tant un miracle que ça, c'est que ce miracle, il est aussi très directement lié à l'augmentation des déficits publics, hein, puisque l'année dernière, on a des déficits publics qui ont encore augmenté aux États-Unis. Alors en 2024, on est ici, hein, donc on est autour de 6% de déficit public aux États-Unis, et que c'est à peu près jamais arrivé qu'on ait autant de déficit public en période de croissance. Donc c'est quand même une anomalie. Il faut bien avoir en tête que le déficit public a quand même nourri la croissance américaine. Maintenant, si on regarde un peu les prévisions en détail, alors évidemment, ne vous inquiétez pas, on va pas regarder tous les chiffres, mais ce qui nous intéressait ici, c'était de voir un peu si les prévisions nous paraissaient raisonnables sur le marché américain. Alors, on retrouve ici la croissance en 2025 aux États-Unis, c'est 2,1%. Donc, c'est quand même un ralentissement assez notable par rapport à 2024. Donc, de ce point de vue-là, on considère que malgré tout, le consensus n'est pas complètement déconnecté et n'a pas il a chaussé ses lunettes roses en ce qui concerne l'économie américaine. Donc, il va bien y avoir un ralentissement aux États-Unis. Et ce ralentissement, il va s'accompagner d'un ralentissement de l'inflation, donc ce qui est un peu notre scénario. Donc, on passerait d'une inflation de 3 à 2,5. Donc, c'est une réduction de l'inflation graduelle, mais qui, malgré tout, va dans la bonne direction. Donc, ça, c'est important parce que ça permettra au taux d'intérêt de baisser. Et enfin, le dernier élément, c'est le marché de l'emploi. On a mentionné le fait que le marché de l'emploi était un élément de soutien très fort pour la consommation. Le marché de l'emploi se dégradera un tout petit peu, mais ne se dégradera pas énormément. Et une remarque, c'est que même si le taux de chômage reste bas à 4,3, on voit que historiquement, on a déjà eu des taux de chômage à 4,4, 4, 3,7, sans que pour autant ça génère de l'inflation. Donc, on ne peut pas faire un lien très direct entre le taux de chômage et les niveaux d'inflation. Donc, on peut très bien avoir une inflation qui baisse avec un taux d'emploi qui reste un taux de chômage qui reste bas et donc un taux d'emploi qui reste élevé. Mais malgré tout, peut-être que l'élément de risque le plus important dans les prévisions du consensus en ce qui concerne les États-Unis, c'est bien le taux de chômage qui pourrait éventuellement, dans un scénario de ralentissement un peu plus fort qu'anticipé, c'est au niveau du taux de chômage qu'on pourrait avoir des mauvaises surprises. Donc, c'est ça qu'on va surveiller en particulier. La deuxième chose qu'on va surveiller en particulier sur les US, c'est les taux d'intérêt, évidemment. L'économie américaine, comme les marchés actions et les marchés obligataires, sont très sensibles aux taux américains. Et on voit que sur les derniers mois, on a eu quand même pas mal de volatilité. Hein. Il y a eu des périodes où on est redescendu à 3,8 en 2024. Et sur la fin d'année 2024, on est remonté pratiquement sur les hautes fourchettes à 4,6, 4,7 parce que justement, les chiffres d'inflation montraient que l'inflation résistait. Et ce qu'on perçoit très bien, c'est que quand les taux d'intérêt remontent proches de 4,7%, on commence à avoir des tensions sur les marchés financiers parce que ça peut un peu changer le scénario économique aux États-Unis parce que si les taux d'intérêt montent trop, ça peut provoquer un ralentissement économique. Donc, clairement, ça, c'est un sujet sur lequel nous sommes très sensibles et un sujet qui peut avoir un impact fort sur le scénario économique US. Donc, c'est un sujet qu'on surveille de près. Et enfin, sur les autres risques US, alors ils sont quand même un peu liés aux précédents, c'est les risques inflationnistes. Alors, on vous a dit que nous, on était plutôt optimistes sur l'inflation US. Et pourquoi est-ce qu'on est plutôt optimiste? C'est parce que si on regarde l'inflation hors logement, on voit qu'on est déjà depuis pas mal de mois à 2,1%. Et en fait, la particularité du calcul d'inflation aux US, c'est qu'il y a plus de 30% de l'inflation qui est calculée sur l'immobilier. Et l'immobilier a mis beaucoup de temps à voir son niveau d'inflation baisser. Vous voyez, c'est la courbe ici en vert canard. Et on est toujours sur des niveaux d'inflation sur l'immobilier à 5%. Mais normalement, cette inflation devrait continuer de baisser. Et ça devrait permettre à l'inflation globale de ralentir. Et ce qu'on voit dans le deuxième moteur d'inflation que les banques centrales notamment regardent beaucoup, c'est les salaires. Et on voit aussi que le coût de l'emploi aux États-Unis continue de baisser. Donc, on a quand même un marché de l'emploi qui se normalise. Et ça aussi, ça devrait être un élément qui devrait permettre à l'inflation de revenir un peu dans des normes qui seront plus confortables. Maintenant, ce qui concerne la zone euro, on vous a mis sur le tableau de gauche un peu les tendances sur les différents pays. Alors, ces différents pays, on a mis 6 pays. Ces 6 pays représentent 82% du PIB européen. Donc, c'est quand même une part importante de l'économie européenne. Et pour montrer deux choses, c'est qu'entre 2024 et 2025, vous allez avoir la plupart des pays qui vont avoir une augmentation de croissance.
Alors l'Allemagne, évidemment, part de très bas, donc ça paraît raisonnable de penser qu'il peut y avoir un rebond économique, surtout s'il y a un changement de gouvernement qui fait un peu de relance économique à partir de l'été prochain. Alors l'impact s'en fera peut-être pas sentir tout de suite, mais en tout cas, psychologiquement, ce sera important et ce sera important aussi pour le consommateur. Mais en partant d'aussi bas, on peut quand même raisonnablement espérer que la situation va s'améliorer. L'Italie va s'améliorer, le Portugal, qui va très bien, va aller encore mieux, et les Pays-Bas aussi vont avoir une croissance qui va accélérer. Les deux pays qui vont ralentir, et qui sont dans des situations très très différentes, c'est l'Espagne, qui va extrêmement bien, qui a enregistré 3% de croissance en 2024 et qui va ralentir à 2,2, donc on ne peut pas dire que ce soit particulièrement problématique. Et en revanche, là où on a plus d'inquiétude, c'est sur la France, effectivement, où là, le consensus est plutôt sur un ralentissement qui amènerait la croissance à 0,7. Mais dans ce scénario central, on serait quand même sur une zone euro qui enregistrerait une accélération de croissance entre 0,8 à 1%. Donc, contrairement à la perception française, la zone euro a une croissance qui, une fois de plus, n'est pas extrêmement dynamique, mais une croissance qui tient très bien. Et le deuxième élément important à souligner, ce sont les déficits budgétaires. Alors, là aussi, on a la perception que les déficits budgétaires sont très élevés un peu partout, mais en fait, c'est quand même une particularité très française depuis un an ou deux. Il y a eu des gros déficits budgétaires dans tous les pays post-Covid, mais vous voyez qu'en 2025, les déficits budgétaires de la plupart des gros pays européens, ils sont assez sous contrôle. La plupart des pays vont être en dessous des directives de Maastricht et en dessous de 3%. Donc, il n'y a vraiment que la France qui a du mal à faire baisser ses déficits, mais non seulement les pays, finalement, pour la plupart du temps, sont dans une situation pas si mauvaise que ça en ce qui concerne la croissance économique, mais en plus, au niveau de déficit budgétaire, la situation est sous contrôle. Donc, pas vraiment d'inquiétude à avoir. Alors, on vous a mis à droite un scénario qui serait un petit peu plus prudent, où la croissance serait un peu moins élevée dans la plupart des pays. Et vous voyez que malgré ces prévisions un peu plus prudentes, on serait non pas sur une croissance de la zone euro, mais une stabilité. Donc, rien de particulièrement problématique. Et les raisons pour lesquelles, finalement, l'économie européenne tient bien, c'est un peu les mêmes qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que les salaires réels, depuis un an et demi en Europe, sont positifs. Ça veut dire que les Européens gagnent du pouvoir d'achat. Alors, une fois de plus, il y a beaucoup de pays dans lesquels ils mettent cet argent dans leur épargne. Mais malgré tout, le pouvoir d'achat augmente. Donc, on peut même avoir une bonne surprise sur potentiellement une reprise de la consommation si politiquement, dans certaines zones, la situation s'éclaircissait un peu en 2025, ce qui pourrait être le cas en Allemagne, mais ce qui pourrait aussi être le cas en France. Et ce que vous voyez, c'est que la confiance du consommateur, à part la France qui est en rouge ici, qui se dégrade assez nettement, mais finalement, la confiance du consommateur, elle est relativement élevée dans la plupart des pays européens et elle ne se dégrade pas vraiment. Et donc, tant que la confiance du consommateur est bonne, il n'y a pas de raison que la situation économique se dégrade. Et la confiance du consommateur, elle dépend évidemment beaucoup du marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi, en Europe, pour l'instant, il n'est pas si mauvais que ça. Et on a un taux de chômage qui est stable à 6,3%. Donc, on a un marché de l'emploi qui tient la confiance. Et tous ces éléments, là, on les retrouve là aussi sur les indicateurs avancés qui sont les PMI, qui fonctionnent exactement de la même manière que ce qu'on vient de ce qu'on a mentionné sur les États-Unis. Et sur la partie service, qui est 70 à 80% de l'économie européenne, on est en croissance à 51%. Et donc, on a une très bonne résistance du secteur des services en Europe. Donc, c'est là aussi très rassurant. Et vous voyez que ça ne se dégrade pas. Donc, il n'y a pas de dégradation des services. Maintenant, si on fait un petit point sur la France, je sais que ça vous intéresse particulièrement. Là aussi, sur la France, il faut aussi prendre un peu de recul. Alors, on a pris le spread de taux à 10 ans entre la France et l'Allemagne parce que c'est la représentation la plus parlante du stress qu'il peut y avoir sur la situation française et sur la situation financière française. Et vous voyez que au moment de la dissolution, on a des taux français des taux d'État français qui ont très largement augmenté par rapport aux taux allemands, ce qui marquait le stress et l'incertitude par rapport à l'économie française. Et depuis la dissolution, ça s'est pas dégradé. Et non seulement ça s'est pas dégradé, mais même depuis quelques semaines, ça a recommencé à baisser. Ça a recommencé à baisser, notamment parce que le gouvernement de M. Bayrou a passé la première motion de censure et parce que ça a l'air d'avancer, bien qu'il y ait des concessions, ça a l'air d'avancer sur le programme budgétaire. Donc, les investisseurs internationaux retrouvent un petit peu de confiance en ce qui concerne la France, donc ça va un petit peu mieux. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça ne se dégrade pas. Et ce qu'on évoquait sur la confiance du consommateur, voilà, en France, on a clairement une dégradation du taux d'épargne, c'est-à-dire que l'épargne augmente. Mais s'il y avait un peu plus de stabilité politique
en France. Et la France, il faut quand même rappeler que tous les pays européens sont maintenant dans des gouvernements de coalition, donc la France n'est pas un cas particulier et la France devra bien se faire au sujet que l'avenir sera fait de compromis au niveau politique. Et donc, si le gouvernement Bayrou tient encore quelques mois, à notre avis, ça fera remonter la confiance et potentiellement, ça fera repartir un peu la consommation. Donc, en Europe, vous voyez qu'on a une situation qui n'est pas si dégradée que ça et que contrairement à ce que perçoivent les Français, finalement, la situation résiste bien. Maintenant, si on termine sur la Chine, la Chine, ça n'a pas changé par rapport à il y a 6 mois. Le problème de la Chine, c'est que la confiance du consommateur est très basse et elle est très basse parce que le consommateur chinois a beaucoup de son patrimoine dans l'immobilier et que l'immobilier, le sujet va prendre des années à être résolu. Et tant que les prix de l'immobilier ne remonteront pas, on a du mal à imaginer que la confiance du consommateur remontera de manière durable. Et les banques centrales, comme vous voyez à gauche, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, c'est-à-dire baisser les taux d'intérêt, encourager le crédit. S'il n'y a pas de confiance du consommateur, il n'y a pas d'augmentation du nombre de crédits. Et le graphique de droite qui s'appelle un credit impulse, qui est un terme un peu barbare, en fait, ça représente l'augmentation de demande ou l'augmentation d'octroi de crédit, qui en général est un bon indicateur avancé de croissance économique. Et vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation de la demande de crédit, parce que la confiance du consommateur n'est pas là. Maintenant, la bonne nouvelle en ce qui concerne la Chine, c'est que ils ont quand même enregistré 5% de croissance en 2024. L'objectif, c'est 5% en 2025. Et le gouvernement va faire tout ce qui est en son pouvoir pour non seulement faire tenir la croissance, mais l'accélérer. Et on a vu à partir du mois d'octobre que le gouvernement chinois a commencé à prendre des mesures de relance. Et il a annoncé qu'en 2025, potentiellement, il ferait plus de déficit budgétaire. Alors, c'est ce graphique que vous avez là. On parle de 4% de déficit budgétaire, ce qui est un plus haut historique sur les dernières années. Donc, le gouvernement chinois, pour nous, a clairement fixé un plancher à sa croissance économique. Et c'est une bonne nouvelle parce que même si la Chine, en 2024, n'a pas été un moteur de croissance pour la croissance mondiale, en tout cas, la situation à notre avis ne se dégradera pas. Donc là aussi, potentiellement, on pourrait avoir des bonnes surprises et des bonnes surprises qui impacteront surtout l'économie européenne parce que l'Allemagne et la France notamment sont très sensibles aux décisions chinoises. Enfin, on va terminer sur les banques centrales. Alors, les banques centrales, le sujet de 2022, comme on l'a évoqué, c'était la hausse de l'inflation et donc la hausse des taux d'intérêt, qu'on voit ici, qui a été extrêmement violente et qui a fait un peu tanguer les marchés financiers. Depuis 2024, avec la baisse de l'inflation, les banques centrales ont recommencé à baisser les taux d'intérêt. Les prévisions, c'est qu'elles vont continuer à faire baisser ces taux d'intérêt. Et là où c'est très important, c'est que d'abord, les taux d'intérêt, vous voyez, sont encore relativement élevés par rapport à l'historique. Donc, ils peuvent baisser. Et quand les taux d'intérêt baissent et quand les banques centrales baissent les taux d'intérêt, clairement, c'est des éléments de soutien aux économies parce que, évidemment, ça rend l'argent moins cher, donc ça encourage l'investissement et la consommation. Donc, en cas de ralentissement imprévu ou plus important qu'anticipé des économies américaines ou européennes, les banques centrales peuvent baisser les taux d'intérêt et, comme ça, soutenir les économies, voire relancer les économies. Merci Damien. Ah oui, tu veux encore dire un mot peut-être sur les bilans. Dernier élément sur les banques centrales, absolument, c'est que ça on en parle moins, c'est que les banques centrales interviennent non seulement par les taux d'intérêt, mais elles interviennent aussi en achetant de la dette, notamment des États ou des entreprises, pour réguler les marchés obligataires et pour réguler les taux d'intérêt. Et depuis 2 ans, les banques centrales ont très nettement enlevé du levier de leur bilan, c'est-à-dire qu'elles ont vendu de la dette. Donc, elles ont recréé de la capacité à racheter sur les marchés financiers, vous voyez. Et donc, en cas de soucis, là aussi, sur les taux d'intérêt ou sur les endettements des États, elles peuvent réintervenir sur les marchés obligataires pour faire baisser les taux d'intérêt. Donc, les banques centrales ont à nouveau 2 moteurs d'intervention qui sont très puissants. Merci pour ce panorama très large et synthétique des grandes zones économiques. On retient quand même qu'on est dans une phase d'atterrissage suite à l'accélération très forte post-Covid que les différentes économies avaient connue, mais qu'on ne voit pas de signe de récession dans aucune de ces zones et que, comme tu le disais, les banques centrales ont des munitions, ce qui est un deuxième, au-delà de la bonne situation des économies, une bonne nouvelle pour un soutien en cas de besoin. Passons au marché maintenant et commençons par les obligations, si tu veux bien. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme perspective pour la classe obligataire sur 2025 ? Alors, la classe obligataire, j'allais dire, c'est assez facile. Enfin, c'est assez facile. Depuis 2 ans, ça monte et c'est relativement stable. Alors, vous voyez que l'année dernière, on a eu des belles hausses pour les obligations privées. Alors, les obligations privées à haut rendement
ont généré pratiquement 9% de hausse et les obligations investment grade, c'est-à-dire celles des grandes entreprises avec un risque de défaut très faible, donc qui dit un peu moins de risque, dit aussi un peu moins de rendement, ont tout de même enregistré une hausse de 4,5% et les obligations d'État, toujours un peu à la traîne, où là, il n'y a que du taux d'intérêt et pas du tout de risque crédit, ont enregistré une hausse de 2%. Alors, on va rappeler que la performance des obligations, c'est deux choses. C'est le rendement qui est fourni par le coupon, donc là, c'est les taux d'intérêt, et puis c'est la partie crédit, qui là est le supplément de rémunération qui est exigé pour les émetteurs privés et qui représente la rémunération d'un risque supplémentaire par rapport aux États. Et les deux moteurs de performance principaux des obligations, c'est le rendement, donc le coupon qui est constitué de ce qu'on vient d'évoquer, mais c'est aussi l'évolution des taux d'intérêt. Et quand les taux d'intérêt baissent, la valeur des obligations monte, et quand les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations baisse. Et donc, vous voyez ici, historiquement, l'évolution des taux d'intérêt, par exemple, de la France et de l'Allemagne. Bon, donc en 2022, on voit clairement les taux montent, ça a fait très fortement chuter les obligations. Et fin 2024, on a eu une hausse des taux d'intérêt. Et cette hausse, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle nous permet de retrouver des points d'entrée sur un certain nombre de classes obligataires, puisque ça a évidemment provoqué une hausse des rendements. Rendements qui aujourd'hui sont quand même élevés, hein, quels que soient qui malgré les hausses de ces 2 dernières années restent très élevés. Hein. Vous voyez que sur l'investment grade, donc les grandes entreprises, on a des rendements qui sont pratiquement à 3,5% sur un an. Donc ça, c'est le rendement du dividende, si on peut appeler ça comme ça. Et sur la partie haut rendement, on est à plus de 5%. Donc on a encore des rendements sur les obligations privées qui sont très élevés et qui sont maintenant très supérieurs à l'inflation, ce qui était un peu ce qu'on anticipait il y a 2 ans et la raison pour laquelle on avait acheté beaucoup d'obligations. C'est qu'on pensait qu'assez rapidement, les obligations allaient rapporter beaucoup plus que l'inflation. Et c'est encore aujourd'hui le cas. Donc, pour nous, le sens de l'histoire étant que les taux d'intérêt vont baisser parce que l'inflation va baisser, cette baisse de taux va générer de la plus-value. Et cette plus-value, elle va s'ajouter au rendement courant qui va être compris entre 3 et 5% en fonction des obligations qu'on achète. Donc, en dehors d'un scénario de récession, ce qui est pas du tout notre scénario, pour nous, l'investissement obligataire reste un investissement qui sera a priori assez peu volatile et qui fournira une rentabilité assez élevée et supérieure à l'inflation. Donc le moteur obligataire reste un moteur particulièrement intéressant et dans nos portefeuilles, alors depuis 2 ans, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez qu'on a privilégié très largement la partie haut rendement parce que notre scénario était que l'inflation allait baisser, que les taux d'intérêt allaient baisser, mais que tout ça allait se faire sans qu'il y ait de récession. Donc, c'était un peu le scénario idéal pour les obligations à haut rendement. Aujourd'hui, on commence à prendre des profits sur la partie haut rendement pour s'intéresser davantage aux obligations des grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que la prime de risque qui est rémunérée par le haut rendement a fortement baissé. Vous voyez ici la prime de risque sur le haut rendement, on est pratiquement sur les plus bas historiques. Alors, on a encore un petit peu de marge à la baisse, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 3%, alors que historiquement, on est déjà descendu à 2,5%. Mais en tout cas, cette prime de risque, elle est beaucoup moins élevée qu'auparavant. Et donc, ça rend les obligations à haut rendement un petit peu moins intéressantes. Et donc, on préfère aller sur des obligations qui sont beaucoup plus sensibles au taux et un peu moins au crédit. Alors, c'est un peu technique, mais ce qui fait qu'on préfère maintenant aller remplacer graduellement les obligations à rendement par les obligations investment grade, où là, on aura des taux qui seront un petit peu moins élevés, mais une sensibilité qui potentiellement sera plus élevée si les taux baissent. C'est-à-dire qu'on aura plus de plus-value sur des obligations investment grade, mais même si on a moins de rendement. Donc, au final, on aura une performance, à notre avis, qui sera élevée avec un risque moins fort lié à une éventuelle augmentation des primes de risque. Donc ça, c'est typiquement le genre de stratégie qu'on met en place dans nos portefeuilles. Merci Damien pour cet éclairage sur les obligations. Je me tourne vers toi maintenant, Adrien. En ce qui concerne les actions, qu'est-ce que tu peux nous dire effectivement sur les grandes zones et comment on peut se projeter dans cette année qui s'annonce déjà très volatile? On a une actualité récente que tu ne manqueras pas d'évoquer, je pense.
Oui, alors 2024, vous l'avez là caractérisé sous les yeux, hein, ça a été une année finalement assez directionnelle, avec une hausse généralisée. Vous avez là représenté les grands indices actions internationales. Donc en bleu, le S&P, le marché américain, en bleu clair, vert, le Japon, en euro, en orange, l'Eurostoxx, et puis effectivement, l'exception française, effectivement liée à, vous voyez, caractérisée dans le courant du mois de juin, la dissolution et la composition effectivement très tournée vers certains secteurs d'industrie qui ont été un petit peu pénalisés. Mais dans l'ensemble, une année très directionnelle. On se rappelait juste du petit stress de volatilité qu'on a connu fin juillet, début août, hein, qui a été généré notamment par un changement de politique monétaire côté japonais, entraînant du débouclement de carry trade, mais dans l'ensemble, une année qui caractérise en fait un sous-jacent économique qui a été plutôt porteur, et effectivement des banques centrales qui ont plutôt bien réussi leur tâche, qui était d'assurer l'atterrissage de l'inflation dans les grandes zones économiques. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez des chiffres en devises locales, c'est-à-dire si vous rajoutez à ça l'évolution des devises, ça caractérise vraiment l'exceptionnalisme américain, parce que vous pouvez quasiment rajouter 8 à 9% de performance au S&P 500, puisque le dollar s'est fortement renforcé contre les autres devises, là où le Nikkei s'est plutôt dévalorisé, et où effectivement l'euro dans son ensemble a été un petit peu sous pression. Donc regardez, intégrant les devises pour un investisseur en euros, en fait, l'exceptionnalisme américain, c'est-à-dire cette vraie surperformance des marchés américains, a été assez impressionnante en 2024. Donc la question, c'est à quelle capacité à perdurer en 2025. On aura un message plus nuancé en disant que vraiment l'objectif, c'est la diversification, et on va essayer de diversifier sur ces différentes zones géographiques pour profiter de ce contexte économique qui, dans l'ensemble, reste porteur. Alors, pourquoi les indices américains ont continué à très bien performer cette année? La réalité, c'est que, vous savez, les deux moteurs de performance des marchés actions, c'est la croissance des résultats et les niveaux de valorisation. Sur la croissance des résultats, vous voyez quand même que sur longue période, le marché américain a été capable, les entreprises américaines ont été capables de créer une croissance de résultats bien plus importante que ce qu'on constate en Europe sur l'Eurostoxx ou sur les actions françaises, le CAC 40. Tout ça, c'est tiré par des facteurs de productivité, d'innovation, dont on sait qu'ils sont bien plus porteurs aux États-Unis, avec un prisme aussi politique pour favoriser la création et un climat des affaires qui est extrêmement porteur. Donc ça, c'est-à-dire la surperformance des marchés américains qu'on a bien vu en 2024, c'est finalement tiré sur le moyen long terme de manière structurelle par une croissance des résultats qui est toujours supérieure. Donc notre message, c'est qu'il faut continuer à porter dans vos portefeuilles et à garder dans vos portefeuilles des expositions aux actions américaines sur le long terme, puisqu'on a là, pour reprendre le mot, un exceptionnalisme, vraiment une conjoncture de facteurs qui est très favorable pour la création de valeur. Ça n'empêche pas, de manière plus tactique, on en parlera tout à l'heure, d'avoir des pondérations sur d'autres zones géographiques. C'est le cas notamment pour 2025, qui permettent d'apporter de la diversification. Quand on regarde les actions européennes, et pour reprendre là encore les deux moteurs, les valorisations ou la croissance des résultats, on a, alors on se parle, un niveau de valorisation tout à fait raisonnable, puisqu'on est revenu même un petit peu en dessous pour le CAC 40 sur des moyennes historiques. Donc malgré des performances sur 2024 qui pour les actions européennes ont été plutôt porteuses, on reste toujours sur un niveau de valorisation assez faible, avec la majorité des investisseurs qui sont restés très prudents sur la zone. On en a parlé, il y a des échéances électorales, il y en a eu en France, il y en a en Allemagne en début d'année, et puis une vraie concentration des investisseurs sur cet exceptionnalisme américain, beaucoup de flux en fait qui sont restés concentrés sur les marchés américains. Ça donne certainement une opportunité spécifique sur les marchés européens, avec en plus en Europe pour l'année prochaine une réaccélération progressive de la capacité de croissance bénéficiaire. Vous avez sur la gauche répertorié par année les croissances de BPA attendues. Vous voyez que pour 2025, on a 4%. C'est à la fois bien mieux qu'en 2024, mais surtout, ça nous semble extrêmement raisonnable, puisqu'on a en sous-jacent quelques facteurs qui, nous assurent en fait cette croissance bénéficiaire. On a un euro qui a beaucoup baissé, donc pour beaucoup d'entreprises exportatrices, ça crée naturellement de la croissance de résultats. Des prix de l'énergie qui sont revenus à des niveaux un peu plus agréables, donc une capacité aussi pour les entreprises à dégager des marges un peu plus importantes. Donc on a une réaccélération de la croissance bénéficiaire clairement visible sur 2025 et 2026. Donc un intérêt marqué avec des attentes de résultats qui nous semblent tout à fait bien soutenues pour revenir progressivement sur la zone européenne, sur les marchés actions. Côté américain, sur le moteur des valorisations, là, on va dire que on est quand même sur des niveaux de valorisation un peu plus importants, alors qu'ils sont tirés par cette notion d'exceptionnalisme, c'est-à-dire que les investisseurs ont eu tendance à se replier sur le marché américain parce qu'on avait une belle visibilité et notamment une croissance tirée par ce qu'on a appelé Mag 7, donc c'est 7 entreprises, grandes entreprises de la tech, qui
qui ont beaucoup porté à la fois la croissance bénéficiaire, mais aussi la performance des marchés. Donc, des niveaux de valorisation qui sont un petit peu plus tendus. Quand on dit un petit peu plus tendu, c'est pas un signal d'alerte, mais certainement, ça amènera à un petit peu plus de volatilité. Et comme tu l'as dit, Maxime, exactement ce qu'on a constaté en ce début d'année avec, j'allais dire, l'événement DeepSeek. On en parlera un petit peu plus tard quand on parlera de l'intelligence artificielle. Donc, notre recommandation sur les États-Unis, c'est qu'on a toujours de la croissance bénéficiaire embarquée. Peut-être des attentes qui sont un peu trop élevées. On attend 14% de croissance de résultats en hausse en 2025 et 12% en 2026. Tout ça, c'est très lié en fait au scénario très positif de l'impact budgétaire et des annonces de confiance générées par l'élection de Donald Trump. Donc ça, il faudra le juger un petit peu plus dans le temps. Et puis des marges d'entreprise qui sont quand même, pour le coup, bien plus hautes encore qu'en Europe. Donc peut-être aussi des potentiels de déception. Là encore, c'est un sujet de court terme. On garde l'idée que sur le long terme, il faut garder une exposition au marché actions américaines. Mais cette année, il faudra certainement être plus agile. Et donc, c'est pour ça qu'on s'ouvre aussi à la diversification sur d'autres zones géographiques. Un élément quand même qui est important de rappeler, on a beaucoup caractérisé la surperformance des actions américaines sur le long terme. Il y a des périodes dans l'histoire des marchés financiers où les actions européennes ont réussi à générer de la surperformance. Vous avez répertorié sur le graphe de gauche, donc il y a des périodes importantes où les actions européennes ont été capables de nettement surperformer les actions américaines. C'est déjà le cas depuis un mois et demi. Ça se traduit aussi par des flux, puisque vous voyez sur la droite, pour la première fois depuis pas mal de temps, on a un intérêt des investisseurs et des investisseurs internationaux pour revenir sur les actions européennes. C'est un plus haut quasiment depuis 15 ans. Donc voilà, il y a un scénario assez positif qui se met en place en fait sur le relatif favorable aux actions européennes vis-à-vis des actions américaines. Tout ça dans un objectif de diversification. On pense que c'est assez intéressant sur 2025. Et puis là, vous avez caractérisé justement cette notion de surperformance des actions européennes qui sont assez visibles. Donc là, vous avez un long action européenne contre un short S&P 500. Et vous voyez que depuis le mois de novembre, on a l'action européenne qui ont été capables de progressivement reprendre un peu de terrain et de gérer la surperformance. Donc voilà, le message, il est simple. L'objectif, c'est la diversification, chercher de la visibilité et des moteurs de performance partout dans le monde, avec un biais long américain qui est plutôt là pour le long terme, et à court terme, de l'intérêt pour d'autres zones géographiques, et notamment l'Europe, avec des potentiels d'appréciation qui nous semblent extrêmement intéressants. Alors tout ça, c'est le scénario rose. Dans tout ça, il y a évidemment plein de choses qui vont venir perturber le scénario qu'on vous a présenté. On a essayé de les lister. Je vais les passer les unes après les autres. Bon, la première, bien évidemment, c'est Donald Trump, qu'on vous présente ici sur deux scénarios assez extrêmes, en fait. Le scénario à droite, le Trump idéologique, qui est celui, en fait, qu'on a, j'allais dire, connu pendant toute la période de la campagne présidentielle, avec des propositions et un programme très agressif vis-à-vis de tous les partenaires économiques, et donc avec des conséquences sur les trajectoires d'inflation, sur la trajectoire de taux qui peuvent un peu poser question. Et puis un Trump un petit peu plus pragmatique, qui est celui qu'on a connu en fait pendant l'exercice de son premier mandat, où on l'a connu toujours très agressif, très en verve d'un point de vue vocal vis-à-vis de ses partenaires, mais finalement arrivant à des compromis, ne perturbant pas trop les écosystèmes, j'allais dire, et l'économie mondiale. Donc la question c'est où est-ce qu'il va se situer dans ce deuxième mandat. On pourrait être tenté de penser qu'il soit un petit peu plus idéologique parce qu'en fait, pour ce mandat, il a les pleins pouvoirs. Je vous rappelle qu'il a la majorité à la Chambre des représentants et au Congrès, qu'il a une chambre institutionnelle qui est complètement acquise à sa cause. Donc, il a certainement une capacité à être un petit peu plus agressif que ce qu'il a été passé dans son premier mandat. Mais on sait aussi qu'il a comme ambition de réussir à caractériser cet exceptionnalisme américain. D'ailleurs, on va dire depuis sa prise de pouvoir, il y a maintenant une semaine, quand on regarde en détail les 180 executive orders qu'il a déjà signés, qui sont une traduction de ses premières mesures, en fait, on se rend compte qu'il a quelques priorités qui, en fait, sont très alignées avec le contexte économique qu'on vous a présenté, c'est-à-dire une vraie attention portée sur l'inflation, qui se traduit dans son programme par l'idée de vraiment accélérer la production d'énergie sur le sol américain, donc rendre les États-Unis autonomes en production énergétique et donc baisser le prix de l'énergie. Ça, c'est un facteur extrêmement important pour stabiliser l'inflation. Premier élément. Deuxièmement, sur l'immigration, beaucoup de questions sur à quelle vitesse on pourrait remettre en cause ces vagues d'immigration qui sont très créatrices d'emplois aux États-Unis. Mais là aussi, on sent qu'il y aura un petit peu de pragmatisme et que ça ne sera pas créateur d'inflation à court et moyen terme. Et un sujet des tarifs douaniers, donc, ce que je vous montre ici par les sujets de démondialisation, qui va se concentrer sur l'atteinte d'objectifs commerciaux.
Pour prendre un peu de hauteur sur cette agressivité commerciale de Donald Trump, en fait, ce que fait Donald Trump, c'est qu'il regarde exactement le graphe qu'on vous présente sur la gauche, c'est qu'en fait, il rentre en discussion avec des partenaires économiques qui sont ceux avec lesquels les États-Unis ont le déficit commercial le plus important. Son premier mandat, il s'est concentré sur, donc en 2016 à 2020, il s'est concentré sur le partenaire économique qui a le déficit le plus important, la Chine. Ça s'est matérialisé par des barrières douanières importantes, par des accords commerciaux avec certaines industries chinoises qui ne peuvent plus exporter ou qui ont des vraies difficultés à exporter leurs produits sur le sol américain. J'allais dire les cibles suivantes, on les connaît, vous les avez là sous les yeux, le Mexique, le Canada, le Vietnam et quelques pays européens où le déficit commercial avec les États-Unis est très important et où Donald Trump en fait veut rééquilibrer ce déficit commercial. Donc il y a deux façons de faire. Soit on impose des barrières douanières aux produits qui sont importés de ces zones géographiques. C'est déjà des discussions qui sont entamées avec certaines matières premières canadiennes, avec certains composants, par exemple, dans les véhicules côté mexicain, parce qu'on sait que le Mexique est un grand centre de fabrication des véhicules. Et l'idée d'imposer aussi à ses partenaires économiques l'achat de plus de matières premières américaines et notamment du pétrole et du gaz. C'est le grand reproche qu'il a fait par exemple à Davos quand il a intervenu Donald Trump vis-à-vis des Européens en considérant qu'ils n'achetaient pas assez de matières premières agricoles et énergétiques américaines. Donc voilà, tout ça c'est vraiment dans l'idée de rééquilibrer en fait les discussions avec les partenaires économiques et on le voit pas comme très disrupteur envers la croissance économique mondiale, d'autant plus que quand on regarde historiquement quel est l'impact de ces différentes mesures, à la fois les barrières douanières et les sujets sur l'immigration, sur l'inflation, les statistiques prouvent que dans l'ensemble, ça ne crée pas énormément d'inflation. Donc ça serait très bénéfique pour l'équilibre économique américain. C'est-à-dire que si Donald Trump arrive avec des barrières douanières assez marquées vis-à-vis de certains pays et une politique migratoire qui est quand même assez restrictive, l'impact sur l'inflation pourrait finalement être assez raisonné et donc avec un impact économique tout à fait gérable pour l'économie américaine. Voilà. Donc le premier sujet, c'est certainement une capacité à s'adapter et être agile au regard de la politique extérieure qui va être menée par Donald Trump, même si on sait que la politique pour le coup intérieure elle est avec un sous-jacent extrêmement positif et un vrai regain de confiance vis-à-vis notamment des baisses d'impôts et de toutes les aides qui sont déployées et la relance budgétaire qui va être déployée par l'administration. Le deuxième sujet, c'est le niveau de concentration des marchés. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé en 2024, qu'on caractérise ici par le pourcentage d'entreprises sur le marché américain qui ont surperformé sur l'année 2024, c'est seulement 30%. Donc en fait, il y a un petit nombre de valeurs qui sont à l'origine d'une grande partie de la performance des marchés financiers. Donc ce qu'on a appelé les Max 7, qu'on appelle aujourd'hui les Batman, parce qu'on a rajouté une 8e valeur qui s'appelle Broadcom. Et donc la question c'est, est-ce que les marchés peuvent continuer à aussi bien performer si ça se concentre sur une seule thématique? Nous, notre compréhension, c'est qu'aujourd'hui, on a un scénario macroéconomique et d'inflation et de taux qui est peut-être favorable à un élargissement de cette performance. Donc avec l'idée que la performance des marchés ne va pas seulement se concentrer sur un secteur, une thématique, l'intelligence artificielle pour ne pas la nommer, et qu'on va avoir un élargissement, une capacité de la performance des marchés à s'étendre, qui est tirée par des croissances bénéficiaires qui sont positives sur plein de secteurs et plein d'industries, pas seulement sur l'intelligence artificielle, et puis par effectivement la possibilité d'avoir un peu de volatilité sur cette thématique qui a beaucoup tiré les marchés depuis 2 ans, qui est l'intelligence artificielle. Donc, vous nous posez beaucoup de questions sur DeepSeek, donc qui est ce nouveau LLM dont on a découvert l'existence il y a une semaine et qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup parlé de lui ce week-end, avec un gros impact sur la performance des marchés américains hier. Donc, pour faire simple, DeepSeek, c'est un LLM. Donc, c'est un langage, un large langage modèle, qui apprend pour devenir de plus en plus efficace, donc pour générer des réponses quand on lui pose des questions. C'est un concurrent de ChatGPT et d'autres LLM qui ont été développés. Vous connaissez Llama, Gemini, Claude, développé par Anthropic. Et la vraie révolution en fait de ce nouveau LLM, alors c'est pas sa pertinence parce que quand on regarde les réponses qu'il fait par rapport aux autres LLM américains, la qualité des réponses est tout à fait comparable. Mais par contre, c'est qu'il a très peu coûté en termes de développement. C'est-à-dire qu'en fait, il apprend beaucoup plus vite que tous les LLM qui ont été développés par les Américains. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour l'intelligence artificielle? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'en fait, on peut produire des systèmes de réponse et donc d'intelligence artificielle avec des coûts beaucoup moins importants que ceux qui ont été développés aujourd'hui. Donc, en termes de rapidité d'expansion et de déploiement d'intelligence artificielle, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Les grands leaders de la tech ont d'ailleurs
répondu hier dans ce sens à beaucoup de journalistes qui leur ont posé des questions. Après, ça a des conséquences, bien évidemment, sur l'infrastructure. C'est-à-dire que si on a des LLM qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces et qui coûtent beaucoup moins cher que ce qu'on pensait, ça veut dire qu'on va mettre moins d'investissement dans les centres de données, qu'on a peut-être besoin de moins de centres de données, peut-être besoin de moins d'électricité. Donc, ça a certaines conséquences, effectivement, sur certains acteurs. Mais dans l'ensemble, ça devrait permettre l'accélération du développement de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, n'enterrez pas la thématique de l'intelligence artificielle. Par contre, ça va aujourd'hui se déployer sur beaucoup de secteurs. C'est-à-dire que le nombre de bénéficiaires va être plus important. Ça va être intéressant aussi pour la productivité sur le sol américain, pour les marges des entreprises. Et ça va dans le sens d'un élargissement en fait, de la performance des marchés au-delà de ces 7 ou 8 grands leaders et de ces 7 ou 8 grandes valeurs. Dernier élément peut-être à surveiller, c'est on a beaucoup parlé de l'Europe en disant qu'il y avait une fenêtre intéressante d'un point de vue de la performance relative des marchés européens versus les marchés internationaux. Est-ce qu'il y a de manière structurelle quelque chose qui pourrait accélérer et redonner un peu d'intérêt à cette zone géographique? Oui, je pense que le rapport Draghi qui a été publié dans le courant de 2024, mettait bien en exergue le retard qu'a pris l'Europe sur certains sujets vis-à-vis des États-Unis, en termes d'innovation, en termes de mutualisation des efforts de financement de l'innovation. Voilà, il faut se servir de ce type de rapport pour essayer effectivement de trouver structurellement, du point de vue européen, une capacité à proposer autre chose. Là encore, ça va dépendre de notre capacité d'interagir avec Donald Trump, de qui va émerger au sein de l'Europe pour mener ces projets. Mais on a là en tout cas quelque chose qui structurellement pourrait redonner un intérêt à la fois à l'intégration européenne, parce que face à un bloc économique américain et un bloc économique chinois qui continue à accélérer, on a besoin de porter une réponse européenne et avec des solutions qui sont déjà bien apportées et j'allais dire évidentes à déployer. Dernier élément sur les catalyseurs pour accélérer l'intérêt et le retour des investisseurs sur l'Europe, un petit peu sur la Chine. Alors, on en a listé quand même plusieurs. Vous voyez qu'il y a plusieurs moteurs, drivers catalyseurs qui pourraient se matérialiser dans les mois à venir. Il y a le sujet du conflit ukrainien qui, évidemment, et on sent que les Américains sont rentrés dans le jeu pour essayer d'arriver à un compromis, permettrait à l'Europe à la fois de trouver un marché où il y a une reconstruction importante, donc qui pourrait créer de la croissance et de la génération de valeur, et puis surtout, baisser la prime de risque, sur les marchés européens. Un Donald Trump moins radical que craint, je crois qu'on en a déjà parlé. Le sujet des élections en Allemagne qui pourrait effectivement mettre à la tête du pays une coalition qui serait un peu moins, orthodoxe sur la notion de rigueur et donc relancer une partie de l'économie. Avec l'objectif de relancer la consommation et certainement de baisser quelques charges fiscales. Une relance en Chine, on en a parlé, qui est grandement probable, alors qu'il se fera peut-être plus par la baisse des taux que par la relance, mais qui devrait permettre aussi à certains secteurs européens de retrouver des marchés finaux un petit peu mieux orientés. Et puis les sujets de fusion-acquisition, puisque dans un contexte de croissance économique, visible, des taux qui ont tendance à baisser, des entreprises qui ont reconstitué des marges importantes et des bilans qui sont extrêmement sains, la capacité de faire des fusions-acquisitions est très importante. Donc ça va certainement révéler aussi des sous-valorisations et des valeurs qui pourraient bénéficier de ce mouvement de M&A. On rajoutera à ça la volonté de dérégulation de l'administration Trump, qui est aussi extrêmement favorable en fait au mouvement de fusion-acquisition, puisque qui dit dérégulation dit les banques ont plus de marge de manœuvre pour faire des opérations, et puis les entités antitrust seront certainement un petit peu plus flexibles vis-à-vis des opérations qui seront proposées. Donc, voilà encore plein d'autres éléments qui pourraient venir, favoriser des allocations européennes, en tout cas peut-être moins centrées sur les États-Unis, et qui pourraient mettre du vent dans les voiles sur la performance des marchés actions. Pour finir, on vous a mis quelques autres pistes de réflexion, c'est-à-dire des sujets sur lesquels les équipes de recherche de la maison travaillent. Donc, on a beaucoup parlé de l'IA et de ses conséquences, l'élargissement de la croissance des bénéfices aux petites entreprises, le retour des small et mid cap, qui est un sujet dont les gérants parlent depuis 2-3 ans maintenant. Je vous ai parlé tout à l'heure d'élargissement, du fait que il y aurait une croissance économique qui serait beaucoup plus équitablement partagée à la fois sur les zones géographiques et dans les secteurs. Donc, évidemment que ce sera un petit peu plus favorable aussi pour le secteur des petites entreprises, d'autant plus si les fusions-acquisitions reprennent et où on sait qu'il y a un appétit naturel pour trouver des petites pépites dans ces segments-là. On a parlé de l'Inde, qui est un secteur qu'on regarde, le secteur de la défense européenne, qui est un sujet aussi intéressant. Donald Trump veut clairement pousser tous ses partenaires dans l'OTAN à accentuer les efforts
et le pourcentage de dépenses autour de la défense. Ça sera certainement un secteur à surveiller aussi en 2025. Et puis, bien évidemment, la question de la politique française, même si encore, là encore, notre recommandation, c'est la diversification et essayer de ne pas garder un prisme 100% évidemment domestique. Merci beaucoup, Adrien, pour ces éléments de présentation. Finalement, la synthèse, on vous l'a donnée en introduction, vous l'avez compris, notre scénario central, il repose vraiment sur des économies qui, certes, ont des niveaux de croissance qui ralentissent, mais qui restent en croissance. Je pense que c'est vraiment le message principal qu'il faut garder à l'esprit. Et en plus, bonne nouvelle, je dirais que ces économies sont soutenues par des politiques monétaires de banques centrales qui sont capables d'agir compte tenu des marges de manœuvre qu'elles ont réussi à reconstituer dans l'ère post-Covid. En face de ça, on a évidemment, on a déjà beaucoup de questions et on va essayer de répondre à quelques-unes, mais on a beaucoup d'interrogations sur la meilleure allocation d'actifs recommandée. Alors, s'il y en avait une, on serait ravis de vous la partager, bien entendu. Il y en a autant, je dirais, que d'appétit au risque des investisseurs et que d'horizon de placement du capital que vous avez à investir. Mais ce qu'on peut quand même, je pense, un petit peu retenir, c'est que le momentum est toujours bon sur les obligations, ça a été dit. En termes de couple rendement-risque, on a un bon pari puisqu'on peut percevoir un rendement qui dépassera l'inflation net de frais et donc qui sera un bon moteur de performance sans trop de volatilité en fonction du type d'obligation qu'on va choisir, plutôt des obligations qu'on va prendre datées, je dirais, à échéance pour le compartiment AI pour les raisons qu'on évoquait de niveaux de spread qui sont historiquement bas et de façon plus opportune, effectivement, avec une allocation plus flexible dans le compartiment de l'investment grade pour profiter d'une baisse des taux. Sur les marchés actions, vous l'avez compris, il recèle beaucoup d'opportunités également, même si, en particulier sur les US, et l'actualité récente l'illustre de façon très claire, c'est très concentré. Et donc, il faut être prudent, comme l'a dit Adrien, agile et privilégier surtout la diversification des capitaux. Voilà, donc on vous invite évidemment à échanger avec vos gérants privés et avec vos conseillers sur cette bonne allocation à pratiquer. Et pour terminer sur cette synthèse, évidemment, l'année ne sera pas un long fleuve tranquille. Les éléments à surveiller sont nombreux. Et comme d'habitude, on aura des surprises. Certaines nouvelles sont attendues, d'autres le seront évidemment moins. On en a déjà dans ces jours qui viennent de passer, donc on restera évidemment très attentif à tout ça. Ce que je vous propose, c'est il nous reste quelques minutes seulement, donc de prendre quelques questions, Damien, dans le chat qui nous a été proposé. J'en retiens déjà une première sur l'euro-dollar, qui s'est déjà, le dollar s'est fortement apprécié. Peut-être Damien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les perspectives sur l'euro-dollar? Alors, sur l'eurodoll, déjà, le moteur de performance, j'allais dire, d'une devise par rapport à une autre, à la base, il est relativement simple. Et, enfin, il est double. C'est le niveau de croissance économique dans une zone et le niveau des taux d'intérêt. Et je suis revenu sur le slide avec les banques centrales. Et vous avez un graphique à droite qui est la parité euro-dollar. Alors, effectivement, depuis quelques mois, on a eu un très fort rebond du dollar. Qui était lié à une divergence potentielle entre les politiques de banque centrale. Alors, je m'explique, c'est que, en fait, le dollar a bénéficié du fait qu'on anticipait plus de baisse de taux en Europe qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que l'écart de taux d'intérêt en faveur des États-Unis allait s'agrandir. Et évidemment, quand vous avez plus de rentabilité sur une zone que sur une autre, ça attire les capitaux. Et donc, si les gens veulent acheter du taux d'intérêt américain, ils achètent du dollar et ça fait monter le dollar. Donc, ces dernières semaines, on a eu clairement une hausse du dollar qui était liée à ça et qui venait s'ajouter au fait que la croissance économique aux États-Unis était plus solide. Mais aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que on a un consensus très, très fort en faveur d'une hausse du dollar. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intervenants de marché qui se sont positionnés pour anticiper une hausse du dollar. Alors, ça veut dire quoi? Alors, la logique, c'est que le dollar peut continuer à monter. Vous voyez qu'il a atteint 0,95 il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans et demi. Mais quand on a un aussi fort consensus sur un mouvement de marché, il faut bien avoir en tête qu'à la moindre déception, ça part en sens inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la croissance économique américaine commence à montrer quelques signes de fragilité qui n'étaient pas trop anticipés, vous avez une forte probabilité que l'euro se mette à monter assez nettement par rapport au dollar. Donc,
Les taux de change, c'est toujours assez difficile et ça peut être assez violent parce que c'est beaucoup d'anticipation, c'est un peu de manipulation par rapport, un peu de manipulation politique et un peu de manipulation de la part des banques centrales. Mais aujourd'hui, on va dire que la logique, ça serait que le dollar continue de s'apprécier. Mais en revanche, si on a la moindre déception sur la croissance économique, le mouvement se retournera violemment. Merci Damien. Peut-être une question pour toi, Adrien. Chez Mandarin, c'est un vrai moteur d'analyse extra-financier, l'ESG, notamment l'environnement. On a entendu dans les discours et les premiers éléments de politique de Donald Trump que finalement, il y avait un peu un greenbashing. Qu'est-ce qu'il faut en penser finalement dans vos gestions et vos décisions d'investissement? Quelle place prend tout ça au-delà de l'analyse purement financière du résultat et des performances des entreprises? Oui, pour nous, ça reste effectivement un moteur d'analyse extrêmement important, hein, à la fois pour tous les actifs qu'on traite, et puis effectivement sur certains fonds thématiques qui visent vraiment ce sujet et sur lesquels on est vraiment toujours extrêmement convaincu de la thématique à moyen long terme. Voilà, les entreprises qui déploient des solutions pour réduire leur empreinte environnementale, elles ne le font pas à l'aune de la durée de vie d'une administration. Donald Trump est là pour les 4 prochaines années. La question, c'est plus comment est-ce qu'elles réduisent leurs coûts et leurs risques à moyen long terme. Et donc, elles continuent toutes à faire ces investissements pour essayer de limiter leur empreinte environnementale. Donc, on ne voit pas de grandes machines arrière. Il y a effectivement des subventions qui sont réallouées d'un secteur à un autre. Ça, on l'avait plutôt bien anticipé. Et donc, là encore, les executive orders qui ont été déployés par Donald Trump depuis son arrivée ne sont pas très surprenants. Voilà, il y a d'autres zones géographiques qui continuent à fortement accélérer. La Chine et l'Europe sont toujours des moteurs sur ces sujets-là et on considère qu'effectivement la tendance est toujours là. Et bon, sans vouloir faire de catastrophisme, il suffit de regarder le nombre de manifestations du dérèglement climatique qui continue à abonder les journaux télévisés ces derniers temps pour se rendre compte que malheureusement c'est une réalité qui va toujours revenir et se caractériser, donc il va nous obliger à apporter des réponses et à continuer à investir dans cette transition. Merci. Peut-être une dernière question dont je vais prendre la réponse sur l'immobilier et notamment la pierre papier, secteur qui, Damien l'a dit, quand on faisait le panorama, le bilan 2024 des différentes classes d'actifs, l'immobilier a connu une période plus difficile, d'abord à cause de la hausse des taux qui a mis la main un petit peu les scénarios de performance, mais aussi dans la pierre papier, l'obsolescence de certains immeubles, notamment de bureaux, par rapport à ces nouvelles normes environnementales. Comme tu le disais, Adrien, je pense que c'est une lame de fond, mais aussi avec le fameux régime de télétravail qui modifie un petit peu les comportements dans les entreprises. Donc, notre vision sur cette classe d'actifs, c'est qu'évidemment, en particulier le bureau et dans les grandes villes, les besoins ne sont plus exactement les mêmes et l'obsolescence est à regarder de près, mais qu'évidemment, avec ces taux qui baissent, ça reste une classe d'actifs de toute façon qui a vraiment les faveurs des Français notamment, et à juste titre, et sur lequel l'effet de levier de l'endettement permet en plus de pouvoir, j'allais dire, constituer un patrimoine et le valoriser. Donc, tout n'est pas à jeter, au contraire, même si effectivement il faut porter son attention et les baisses de valeur qu'on a pu voir sur certaines SCPI, notamment françaises, sont très concentrées sur ces éléments d'actualité de l'obsolescence de certains immeubles de bureaux et finalement des changements de mode de vie et de travail qui viennent challenger un petit peu ces actifs, notamment dans les grands centres de bureaux. Peut-être une dernière observation concernant la diversification et l'allocation. En plus des obligations, je pense que là, il y a pas mal de solutions qui vous sont offertes et vos gérants privés sont évidemment à votre disposition pour débattre avec vous de toutes ces solutions. Je ne peux pas m'empêcher de citer les produits structurés qu'on pratique depuis de très nombreuses années chez Mescar et qui sont finalement un très bon compromis pour pouvoir s'investir et exposer une partie du patrimoine, notamment sur les marchés d'actions, que ce soit sur des indices ou sur des paniers de devises, mais avec une relative protection au capital, tout en bénéficiant certes d'un rendement qui sera capé à la hausse, mais qui permettra de financer finalement cette assurance à la baisse également. Et je pense que dans les temps qui courent et qu'on vous a décrit, ça reste une classe d'actifs et un moyen d'investir et d'exposer le patrimoine de façon tout à fait pertinente. On arrive au terme, il est 10h04, on a déjà dépassé de quelques instants. Il me reste à vous remercier d'avoir assisté à cette webconférence. On espère qu'elle vous aura intéressé. Merci Damien, merci Adrien de vos présentations très claires. Toutes les équipes sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos réflexions sur les sujets d'allocation en ce début d'année. Bien entendu,
Si ces scénarios venaient être challengés, ils ne manqueront pas de l'être. On ne manquera pas non plus de revenir vers vous pour vous commenter nos visions sur le sujet. On vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée.